Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la question d'un abonné qui m'avait posé des questions sur la géobiologie et la radiesthésie, ainsi que les effets sur sa santé et la géobiologie antique. Il ne s'agit pas de faire un cours, c'est juste un petit résumé explicatif, d'accord ? Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est la géobiologie, c'est les effets, les différentes situations que l'on peut rencontrer. C'est issu d'un texte que j'avais fait sur ma page Les Jardins de Gaïa sur Facebook, qui n'est plus du tout active parce que quand ils ont décidé de me censurer, ils ont aussi caviardé, ils ont pris un malin plaisir à fermer ma page, puis à me la restituer caviardée. Donc, je l'active plus, je continue mon travail sur YouTube et ailleurs, ok ? Donc voilà. Donc la géobiologie est l'étude de l'ensemble des influences de l'environnement sur le vivant, et notamment des ondes liées aux champs magnétiques et électriques. Les courants d'eau, souterrains, failles sèches, cavités, mines abandonnées, failles géologiques. Le mot se définit étymologiquement comme une association de la racine géo, la terre, et biologie, l'étude de tout ce qui est vivant. La géobiologie est souvent vue comme une étude paranormale et donc souvent assimilée à une croyance fictive. Pourtant, elle permet d'aborder les liens interférents entre un endroit et son influence sur les êtres vivants, comportement, état de santé, etc. La géobiologie est trop peu étudiée d'un point de vue scientifique, malgré les avancées et les preuves qui montrent les effets et influences. Les énergies dites cosmiques versus telluriques, les effets et mouvements du système solaire affectent notre planète, ce que j'ai déjà expliqué en vidéo, comme par exemple les rayons cosmiques connus par les astronautes. On connaît aussi les effets des tempêtes solaires, classées par lettres, dont X est la plus puissante. Les géologues considèrent ces effets comme cosmiques, donc différentes variations, celles qu'émet la Terre depuis son centre et par les mouvements divers géologiques sont considérées comme telluriques. La Terre émet elle aussi de l'énergie. Lors de séismes, l'énergie est dégagée de la Terre. Le champ électromagnétique influe lui aussi sur la Terre Terre-Sol, mais aussi les zones aquatiques. L'alliance des deux est nommée énergie cosmotellurique, celle qui vient du ciel et celle qui vient de la Terre, ou de la Terre avec un T majuscule, la planète. Au siècle dernier, des passionnés de géobiologie ont découvert que la planète était recouverte d'un réseau identique à un quadrillage. Ainsi est née pour la géobiologie moderne la notion de réseau Hartmann, du nom de celui qui l'a découvert, et le réseau Curie également, du nom de celui qui l'a découvert, et qui avait des dimensions bien spécifiques. Je n'entrerai pas dans un long cours sur la géobiologie, vaste domaine qui nécessite des années de travail et d'études. Moi, j'ai fait 3 années de formation, de stage, je suis loin d'en avoir vu le bout. L'action de la géobiologie. Des déséquilibres cosmotelluriques sont liés à la présence de certains phénomènes. Courants d'eau souterrains, failles sèches ou humides. Donc failles sèches, c'est souvent des courants d'eau souterrains qui sont totalement asséchés, parfois définitivement ou partiellement, ok, ou des mines désaffectées, où elles sont humides, donc ce sont des courants d'eau souterrains, ok. Il y a des cavités naturelles créées par l'homme aussi, donc les mines, et des courants telluriques, d'accord. Il y a des failles naturelles, comme la faille de San Andrea, etc., etc. Les champs magnétiques perturbés ainsi que les champs électriques nocifs provoqués par des installations électriques intérieures ou extérieures à l'habitation, les installations à haut voltage, sans oublier les émissions radio de tous ordres, téléphone sans fil, radio, portable, GSM, Wi-Fi, etc., etc. L'usage d'appareils à micro-ondes. Et alors le micro-ondes, on en reparlera. Concernant les émissions des champs électriques, la référence du seuil tolérable est de 5 millivolts par mètre. Et pour les champs électromagnétiques, le seuil est de 2 milligauss conformément au niveau des champs telluriques naturels. Les circulations d'énergie perturbées par les formes d'un bâtiment ou une mauvaise répartition des pièces et objets dans l'habitat, pour les Asiatiques, le Feng Shui permet de modifier ces anomalies, ainsi que la répartition du mobilier, la décoration des objets ont une incidence sur la santé des êtres vivants.
Et on y reviendra encore plus en détail par autre chose. Les problèmes de santé liés à la présence de perturbations géologiques dans une chambre, un local commercial, un élevage peuvent perturber la santé des occupants. Fatigue, stress, manque de concentration, maladies diverses, voire décès. Le champ électromagnétique étant de plus en plus saturé à la surface de la Terre, et perturbé, nous pouvons nous demander si nous n'allons pas muter à une vitesse plus rapide encore à cause des effets des champs électromagnétiques sur les cellules. Une expérience que chacun peut faire sous une ligne à haute tension avec un tube néon illustre bien le phénomène. Si vous approchez le néon des lignes, il s'allume. Une ligne à haute tension ne doit pas dépasser 450 kV en France. Les normes sanitaires françaises interdisent à un travailleur d'opérer sur une ligne à haute tension plus d'1 heure. C'est ce qu'il faut savoir, et avec un équipement spécial. Concernant les habitations proches des lignes à haute tension, on peut d'autant plus se poser la question, et l'investissement financier étant moindre, les études sur le sujet sont assez occultées, voire totalement occultées. Normalement, il est recommandé de s'éloigner d'1 mètre pour 1000 volts à partir de l'émission et non de la base du poteau, ce qui signifie que les lignes haute tension de 450 kV devraient se trouver isolées des habitations dans une zone au minimum de 450 mètres de rayon. En France, on estime que 80% des terrains des maisons sont traversés par des cours d'eau souterrains. Nous, en Alsace, on est, comme je l'avais déjà dit, sur une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. Les végétaux sont très sensibles à cela et on peut parfois observer des arbres qui se déforment, se plient hors d'une zone très venteuse. D'accord ? Si vous êtes dans une zone très venteuse où les arbres sont couchés à cause du vent, d'un courant venteux récurrent, ça n'a pas forcément à voir avec de la géobiologie. Mais des arbres déformés qui forment une fourche qui se scinde en formant un Y ou un V, dans la pratique de la géobiologie sur les terrains et parce qu'il n'existe pas d'appareil de mesure actuellement, ce sont donc des méthodes de détection radiesthésique qui sont utilisées par les géobiologues pour détecter les phénomènes. Ces méthodes sont malheureusement totalement invérifiables car elles s'appuient à 100% sur des capacités de perception de l'opérateur. Tout le monde est sensible, mais il y a des gens qui ont des sensibilités, plus développées. Ces méthodes sont malheureusement totalement invérifiables, ce que je viens de déjà dire, car elles s'appuient à 100% sur les capacités d'opérateur. Afin d'être sûr de ces affirmations, je ne saurais trop conseiller de vérifier plusieurs fois, voire dans certains cas par plusieurs personnes, et de recouper les résultats. Cheminées cosmotelluriques. Les cheminées cosmotelluriques sont des résurgences d'énergie provenant du sous-sol, l'appellation puits énergétique pour désigner les cheminées cosmotelluriques est extrêmement courante. Celles-ci ont un cycle de mouvement variable selon la taille, rayon qui varie de plusieurs mètres. Leur énergie forme comme un tube d'ouragan qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis il fait une rotation inverse au bout d'un certain temps, de quelques minutes à plusieurs dizaines. La plupart des radiesthésistes les captent avec des baguettes de sourcier, les baguettes en L ou en V, ou une antenne lobée, selon la préférence du sourcier du radiesthésiste. Qui vont tourner en sens hélicoïdal, j'ai testé une fois, c'est vraiment, faut l'avoir vécu, je pense que tout radiesthésiste l'a vécu une fois, dans un sens, puis inverser ce sens. Alors moi je suis restée dessus ça a duré quelques minutes, je me suis retrouvée sur un terrain, à un moment donné, ça commence à tourner vers la droite, mais hélicoïdal. Et là, j'appelle mon formateur en radiesthésie, je lui dis écoutez, je passe un truc bizarre. Il dit bouge pas, t'es sur une cheminée cosmotellurique. Donc je suis restée, alors c'est très space, c'est franchement très très space. Et d'un coup, le mouvement va s'arrêter et hop, ça va reprendre dans l'autre sens, et ainsi de suite. D'accord ? Les plus sensitifs ressentent à ce moment un flux d'énergie à partir du sol et traverser leur corps vers le sommet de la tête, créant parfois une sensation de flottement ou d'étourdissement. Alors moi, ça m'a donné l'impression de marcher sur l'eau et de flotter. Une cheminée cosmotellurique peut avoir plusieurs flux d'énergie. On dit alors qu'elle possède plusieurs bras. Alors ça, personnellement, j'ai jamais rencontré. Pour imaginer à quoi elle ressemble, vous imaginez une pieuvre posée sur le sol et dont les tentacules sont tirés vers le haut dans différentes directions. Notez que la croix celtique reproduit le schéma d'une cheminée cosmotellurique à plusieurs bras. Vu du dessous,
Et on le retrouve, ce type de cheminée, sur les anciens lieux sacrés des Celtes de façon quasi systématique. Le vortex cosmotellurique. Comme les cheminées, les vortex sont des phénomènes énergétiques. Leur apparence est celle de deux spirales reliées entre elles. Ce serait le phénomène tellurique le plus puissant utilisé dans pratiquement tous les lieux de culte des anciens. Le lien énergétique entre les deux spirales aurait une longueur qui varie entre 50 et 1500 mètres. Pour les géobiologues, la cathédrale de Chartres comporterait à la fois un puissant courant tellurique et un vortex au niveau du labyrinthe. Alors pour ceux qui ont essayé, c'est assez puissant, d'accord ? De ces vortex sont nés parfois des témoignages plus ou moins vrais provoquant des phénomènes d'apparition, de disparition, comparés souvent à tort comme des trous de verre, de portes dimensionnelles, etc. Aucune recherche à ce jour ne permet d'affirmer ou d'infirmer les témoignages. Elles peuvent cependant l'être et seuls les anciens pourraient nous informer sur les vrais effets de ces vortex. Et oui, il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. Dans les aspects historiques, l'homme dans la plupart des civilisations antiques a tenté de maîtriser les influences du lieu et d'en étudier les caractéristiques avant d'y bâtir un temple ou sa maison. Les compagnons, les bâtisseurs de cathédrales ont développé cela en Occident, définissant certaines orientations spécifiques des bâtiments par rapport aux points cardinaux. En Asie, le Feng Shui a codifié de façon très précise de telles pratiques associées aux valeurs des cultures asiatiques et à la pensée chinoise. La recherche d'harmonie avec l'environnement naturel qui revient à la mode en Occident depuis ces dernières années, mais qui n'a jamais disparu, est une préoccupation très ancienne et universelle. Au Moyen-Orient, la géobiologie était elle aussi déjà utilisée et considérée par les bâtisseurs. Plus encore, les anciens utilisaient aussi la technique des ondes de forme, car toute forme émet des ondes, faisant de certaines constructions des armes invisibles redoutables. Bon, il y a toute une polémique, notamment sur le mur païen du mont Saint-Odile. Je n'entrerai pas dans la polémique dans cette vidéo. Un exemple très célèbre est la légende des pyramides et des temples maudits. Outre le fait d'avoir découvert que l'air confiné de certaines bâtisses et la dégradation des produits qu'on y trouvait, comme les offrandes, pouvaient avec le temps générer des microparticules nocives, des moisissures qui devenaient nocives. Il faut savoir que les Égyptiens, comme les Celtes pour ne citer qu'eux, savaient modifier les champs émis de manière à provoquer malaise, voire mort d'éventuels intrus. L'émission par une onde de forme nocive, dite VER négatif ou VE- en symbole, peuvent provoquer malaise par étourdissement, perte d'équilibre, chute de tension, grosse fatigue, voire au pire, et quand on y reste longtemps, des hémorragies internes, la bonification du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque dans la forme la plus agressive, et passer, comme je l'ai dit, une certaine durée de présence dans la zone spécifique. Donc il en est de même, j'avais oublié que je l'avais écrit, au mont Saint-Odile, où le fameux mur païen a été construit dans le but d'émettre des ondes nocives perturbant d'éventuels agresseurs en cas de siège. Les personnes sensibles et plus souvent les chiens présents au côté extérieur de cette zone vont ressentir l'envie de partir, une sensation de fatigue intense, maux de tête, nausées, etc. Alors nous, on avait fait un passage là-bas. D'accord, parce que la radiesthésie, c'est pas juste des cours dans une salle, c'est que nous, on a testé. Alors, le monsieur qui nous a formés, je lui fais un petit clin d'œil au passage, s'il passe par là, il nous avait emmenés sur différents sites en Alsace, d'accord, et on avait été faire un tour au Mont Saint-Odile. Et effectivement, il y a des touristes, des gens, des visiteurs qui emmènent des chiens, et on avait observé à certains endroits qu'effectivement, les chiens devenaient nerveux, cherchaient à partir, les enfants commençaient à être agités. On a une personne dans le groupe qui a quand même voulu tester. Il est resté longtemps et à un moment donné, il a dit là, il faut que je m'éloigne parce que je me sens pas bien du tout. Et il a failli tomber dans les pommes. Voilà, ça c'est pour la petite note, mais je sais qu'il y a des polémiques là-dessus. Moi, je vous dis ce qu'on a observé, ok, ce qu'on a mesuré. Effectivement, il y a côté extérieur, dans certaines zones surtout, des endroits que nous on appelle des zones défensives parce que ça a été fait géobiologiquement pour, on va dire, repousser, voire fatiguer, en gros emmerder un éventuel envahisseur. Voilà. Outre ces phénomènes en géobiologie, ajoutons maintenant les phénomènes de charge et les phénomènes ésotériques ou
Pourquoi il ne faut pas toucher à des lieux comme moi personnellement, Palmyre, j'y toucherai pas. Certains temples antiques en Irak et partout au Moyen-Orient, comme d'autres d'ailleurs. Notamment tout ce qui a connu les civilisations babyloniennes et assyriennes. Ok. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez pourquoi. Les anciens savaient très bien manipuler les ondes de forme, construire sur des lieux sûrs avec des matériaux durables, mais savaient aussi les charger en énergie plus ou moins bienveillante, voire franchement, comme je le disais, malveillante. Ajoutons ce que l'on nomme en tant que sensitif, mage, hypersensible, ou autres créatures paranormales que nous sommes aux yeux du public très cartésien, les formes mémoire. Bien des lieux découverts bien après la disparition d'une civilisation et par manque ou par absence de documentation précise, donc disparus ou enlevés volontairement pour des raisons plus ou moins obscures, bien des lieux sont vus touristiquement comme un pur chef-d'œuvre, doublé d'une légende plus ou moins vraie, basée sur des suppositions plus ou moins réelles dans son existence originelle. Ces lieux ont, outre le fait d'avoir été des lieux qui ont connu moult rébellions, invasions, guerres et les massacres qui vont avec, étaient parfois des lieux de culte avec des sacrifices d'animaux, voire des sacrifices humains et doublés de rites magiques. Si ces pratiques sont abjectes dans leur application, il faut bien garder à l'esprit que dans certaines civilisations, elles étaient courantes, voire normales. Ainsi, des lieux ont connu des décennies de sacrifices accompagnés d'appels ou d'invocations à des dieux ou entités plus ou moins sanguinaires. Le crime en lui-même provoque une émanation d'énergie. La victime, même si elle est consentante, cela arrivait. Oui, il y a eu des gens qui étaient honorés d'être sacrifiés pour des dieux, à éprouver une terreur face à la mort, ce qui est logique, on a l'instinct de survie. Le bourreau, lui aussi, selon son état d'esprit, émettait une énergie plus ou moins malsaine, bien qu'un crime est toujours malsain. Ces énergies se fixent, l'âme peut se fixer, à moins d'être libérée, exorcisée ou décider de quitter l'endroit de sa mort, surtout en pareilles circonstances. Surtout quand on chopait des victimes random pour les sacrifier à des dieux, d'accord? La présence de personnes, des publics, des prêtres, des mages, appelez ça comme vous voulez, va former une masse d'énergie. L'effet aussi des prières ou invocations répétées sont des formes d'énergie émises par la pensée, le son, l'action physique cumulée et nourrie par répétition consciente ou inconsciente. Elles vont générer ce qu'on appelle des égrégores et il y a beaucoup de confusion là-dessus. D'accord? Parfois, si on leur donne vie ou forme, elles vont devenir une entité, mais vraiment réellement une entité nourrie autant énergétiquement que mentalement. Cet égrégore va devenir la somme de toutes les pensées et énergies des personnes présentes. Un égrégore, sachez-le, peut vivre très longtemps et avoir des interactions bien plus tard. Mais il faut continuer à le nourrir. Par contre, certains sont extrêmement puissants parce qu'ils ont été nourris pendant des siècles dans certaines civilisations. Je vous laisse imaginer la suite sur des témoignages de phénomènes liés à ces lieux. De la dangerosité à emporter des souvenirs. Parlons charge. Les charges énergétiques peuvent être de nature radionique, en utilisant par exemple des ondes de forme. On peut aussi charger avec un pendule. Tout le monde connaît les tests de momification, notamment avec des reproductions miniatures de pyramides, comme ésotériques, donc des charges mentales utilisées avec ajout de matériaux, comme la fabrication des poupées vaudou ou des dagides, en magie dite noire. Imaginez alors les effets combinés d'ondes, de formes, objets et de charges. Vous pouvez obtenir de véritables bombes. Certains objets sont également chargés pour leur qualité, notamment les pierres. Une pierre a des propriétés en soins, mais une pierre peut se charger par des influences extérieures, bonnes ou mauvaises. La pierre la plus porteuse d'infos et accumulatrice est le cristal de quartz, que je nomme bombe à retardement et qu'il faut décharger très souvent, et les lithothérapeutes vous le diront tous. Car une fois à bloc, elle devient émettrice, pouvant ainsi être aussi toxique qu'un objet radioactif. Bon, c'est pas la même radioactivité, mais on va dire ça a une émission qui peut avoir une
une certaine durée, d'accord? C'est pour ça que je la compare, entre guillemets, je précise bien, à un objet contaminé par radioactivité. Bien des objets, des bijoux, des morceaux de piliers, des arches ont été emportés par des archéologues. Je vous laisse imaginer les effets lorsque cet objet a été chargé volontairement comme une arme défensive ou chargé accidentellement par un porteur malveillant, voire criminel. Vous comprendrez maintenant la notion d'objet maudit. De la folie humaine à déplacer les points d'acupuncture cosmotellurique. Les anciens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Outre la forme, les lieux saints et les matériaux choisis, en plus de l'art de rendre un objet protecteur ou défensif, bien des constructions ont été créées à un endroit précis, sur des cheminées cosmotelluriques et autres, et points énergétiques, des vortex et tout ça. Comme pour le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, dans le but d'équilibrer les forces énergétiques circulant sur la planète. Et il y en a plusieurs et on n'a pas fini de les découvrir. Mais aussi d'en faire un émetteur d'énergie positive. Alors il y a des radiesthésistes qui disent que par exemple le mont Saint-Odile, d'accord, vous voyez où il se trouve dans le Bas-Rhin, était capable d'émettre une énergie positive sur plusieurs dizaines de kilomètres, certains disent jusqu'à Bâle. Donc vous regardez sur une carte, vous voyez quand même la puissance, d'accord? On peut réduire les émissions nocives comme amplifier les émissions positives d'énergie. Il suffit d'en connaître les lieux. Une hérésie courante consiste à faire croire que l'on peut détourner une source. C'est faux et les rares personnes qui ont tenté cela ont échoué, parfois généré des problèmes très graves. Notamment, je vous en ai déjà parlé, il y a une ville en Allemagne où pour des raisons d'urbanisation, d'agrandissement d'une ville, ils ont détourné des sources, mais aussi une rivière. Alors, c'était pas un fleuve, hein, c'était pas le Rhin, mais ils ont détourné cette rivière. Or, un jour, l'eau est montée, il y a eu des crues importantes, toute la ville a été inondée. Voilà. Il en est de même pour les points d'énergie tellurique. On ne peut les éviter, les déplacer. On peut en revanche, et avec beaucoup de connaissances, réduire leur nocivité. Dans le doute, si vous êtes un jeune radiesthésiste ou vous êtes quelqu'un qui, comme moi, d'un niveau moyen et je sais détecter des sources, d'accord, les bases, je les connais toutes, mais je ne suis pas radiesthésiste, je n'en fais pas mon travail, on va dire, quotidien ou professionnel, ok? Donc, dans le doute, je dis toujours, appelez un pro. Si vous avez un doute, et j'ai dit la dernière fois à une de mes abonnées, les plus chers ne sont pas les meilleurs, d'accord? Dans le doute, faites-en venir un autre, ok? Parce que ça peut vous éviter, dans certains cas, Dieu merci, rares, de sacrés problèmes. Donc on ne peut les dévier, on ne peut les déplacer, on peut donc, avec beaucoup de connaissances, réduire leur nocivité. En revanche, les points morts ou zones VE- ne peuvent pas être équilibrés. La seule chose est de les éviter. Les plus nocives étant un croisement du réseau Hartmann-Curie et de sources. Donc il y a tout qui se croise. C'est ce qu'on appelle nommer des points cancer. Leur nocivité empêche tout développement de formes de vie. Ce sont des lieux, ça aussi on l'avait testé, on avait trouvé des lieux, on avait mis des plantes et la dégradation est très rapide. Les animaux refusent d'y rester, même les chats. On dit que les chats sont des régulateurs, mais quand un lieu, je suis désolée, quand un lieu est extrêmement nocif, même un chat n'y reste pas, sous peine de finir par tomber malade. Voilà. Et ce sont des lieux aussi, sachez-le, qui attirent fréquemment la foudre. Une méthode ancienne très courante, par exemple, consiste au pied d'un mur de construction habité par des humains ou des animaux, par exemple de ferme, une étable, et traversé par une source à enterrer un tube en cuivre assez long. Il faudra mesurer la largeur de la source avec des baguettes de sourcier. Donc les tubes dont je vous parle, ce sont des tubes en cuivre comme les tubes qu'on utilise dans les constructions pour les conduites à eau et à le remplir de sulfate de cuivre. Les deux extrémités seront alors bouchées avec un matériau de type mastic. C'est une méthode dite de barrage. Elle va diminuer la nocivité de l'énergie émise par une source. Il est donc impératif de comprendre que certaines constructions ou techniques d'équilibrage ne doivent jamais être déplacées ou démontées, même partiellement. Alors, sur ce point-là, j'ai fait des maisons, d'accord. Les maisons très compliquées avec beaucoup de problèmes, j'ai quand même fait appel
dans le doute à la personne qui me formait, pour être sûre, parce que je le fais gratuitement, mais je n'ai pas envie non plus d'induire dans le doute les gens en erreur, d'accord? Ça m'est arrivé d'appeler mon formateur, et il y a eu des fois où j'ai appelé aussi un ami qui était électricien, d'accord? Parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en jeu que quand tu veux vraiment aider une personne, tu ne lésines pas à faire appel à tout, même dans des cas où il y avait des problèmes de géobiologie, plus des entités. Il m'est arrivé de demander à une amie qui était médium de confirmer ce que moi j'avais trouvé, d'accord? Pour être sûr, parce qu'il s'agit, quand vous faites un travail, il s'agit d'aider les gens, d'accord? Le plus vite possible, parce que croyez-moi qu'il y en a, c'est des galères. Et j'ai connu le cas comme ça d'une maison d'amis où il y avait un problème géobiologique, donc nous on était intervenus, mais j'avais un doute sur un point précis. Donc un autre radiesthésiste est venu, il a confirmé ce qu'on avait dit, il avait trouvé un petit détail en plus, parce que c'était un monsieur, il avait je crois 35 ans, il avait fait que ça, et quelques semaines plus tard, on nous appelle, on dit ouais les voisins aussi ils ont des problèmes et tout, et on discute avec ces gens, on fait le tour de la maison, on regarde machin, effectivement il y avait un problème. Ces gens nous ont informé que quand ils ont emménagé dans cette maison, ils ont dit « Ah, il y avait des tubes en cuivre là, et puis il y avait des trucs placés comme ça. » Ils ont tout enlevé. Donc en fait, je pense qu'un radiesthésiste était passé par là. Il leur avait installé des trucs, et eux, en faisant les aménagements, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ils ont tout viré, et donc forcément, ça a recommencé. D'accord ? Donc non, ce que vous trouvez d'enterré dans le sol n'est pas forcément des choses mauvaises. Si vous trouvez un tube en cuivre à proximité d'une écurie, d'une étape de votre maison, c'est qu'il y a eu un sourcier qui a barré un lieu nocif, d'accord? On a apaisé le lieu pour éviter qu'une source, par exemple, soit trop nocive et puisse nuire aux êtres vivants qui habitent dans le lieu. Voilà. Donc, côté maison, munissez-vous de prises de préférence coupe-circuit sur les ensembles des appareils branchés par multiprise pendant la nuit. Si possible, d'accord? Bon, évidemment, le frigo, le congélateur, non. Ainsi que certains ordinateurs, imprimantes et tout le fourbi, informatique, électronique. Bon, les écrans plats sont beaucoup moins nocifs que les anciennes, par exemple les anciennes télés. Les télés à tube cathodique, alors là, c'était Armageddon. Chez nous, tout est coupé la nuit, même les appareils en veille. Il faut savoir, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les appareils en veille consomment de l'énergie. Même peu, mais elles consomment. Ok ? Et ces appareils, forcément, émettent des ondes. Éloignez le radio-réveil d'au moins 50 cm de la tête, sauf si vous avez des réveils à pile, ou encore des réveils que l'on remonte manuellement. Ok, là on parle carrément d'antiquité, mais ils sont moins nocifs. Éteignez le portable la nuit, et si ce n'est pas possible, il y a des gens qui doivent laisser leur portable allumé pour des raisons professionnelles ou pour des raisons médicales, ok. Éloignez-le au moins d'1,50 m de votre tête. Dans un immeuble, évitez d'avoir la chambre à coucher près d'une cage d'ascenseur ou de grosses zones de câblage, d'accord? Des fois, il y a dans des grands immeubles, il y a comme des cheminées qui sont conçues, d'accord? Enfin, j'appelle ça des cheminées qui sont conçues avec énormément de câblage qui circulent par là. Éloignez-vous au maximum, enfin vos lits au maximum de ces endroits-là. Moi, j'ai eu le droit de dormir dans un hôtel on avait juste la cage d'ascenseur à côté de notre lit. On a fini par déplacer le lit et l'expliquer à la femme de ménage parce que il était impossible de dormir. Alors non seulement il y avait le bruit, parce que dans un hôtel, les gens circulent jour et nuit, donc tu as le bruit, tu as l'ascenseur qui monte, l'ascenseur qui descend, l'ascenseur qui s'arrête, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, les gens blablabla dans les couloirs. Mais en plus, c'était... moi, j'avais des sifflements d'oreilles, mais continue à cause de ça. Dormez idéalement la tête orientée au nord ou à l'est. Alors, si vous ne pouvez pas, c'est pas dramatique, mais
c'est quand même mieux. Le relais extérieur a une prise de terre. La jonction terre doit être idéalement, ça aussi je l'avais dit dans une vidéo, placée à l'ouest. Lors de périodes sèches prolongées, il est conseillé d'humidifier la terre. Et je remercie l'abonné qui nous a informé qu'autrefois, les anciens électriciens conseillaient aux propriétaires de maisons d'humidifier la terre. D'accord ? Autour de la sortie jonction terre, de la prise de terre. Il faut éviter aussi les formes qu'on appelle des flèches pointées vers le lit. Donc ce sont des angles de meubles pointés vers le lit dans une chambre à coucher. C'est-à-dire les angles de meubles pointant vers le corps et surtout vers la tête. Ce sont des fameuses ondes de forme dont je parlais précédemment, ainsi que d'objets de forme pointue orientés vers le lit. Il en est de même pour les endroits où on séjourne longtemps, que ce soit votre bureau ou si vous passez beaucoup de temps dans votre canapé préféré. Les micro-ondes sont bien pratiques et sont des véritables tueurs de vitamines. Nous avons testé le taux d'énergie de divers aliments en radiesthésie avant et après cuisson. Leur taux chute à 0 unité bovis. Et donc, pour ceux qui connaissent, la matière est considérée comme morte. Elle n'a plus aucune énergie ni vibration et ça détruit les vitamines. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour répondre, enfin j'espère que j'ai répondu à vos questions. Ce que vous voyez devant vous, c'est mon matériel de radiesthésie qui a été fait sur mesure par, à l'époque, notre enseignant en radiesthésie, Christian. Le matériel a été entièrement conçu par lui-même, y compris notre pendule qui est extrêmement précis. Fut une époque, il les fabriquait, il les vendait pour ses élèves, d'accord, et que pour ses élèves, et c'est un excellent pendule. D'ailleurs, c'est pas, alors j'ai pas tout sorti, j'ai pas sorti non plus mes planches radioniques, d'accord, parce que on a quand même pas mal de matériel, même si on ne pratique pas la radiesthésie tout le temps, comme certains. Ok. Dernier petit conseil que je voulais vous donner pour ceux qui possèdent un pendule pour le transporter. Quelque chose de très pratique. Alors, ça, c'est une boîte qui servait à mettre un flacon d'huile essentielle. D'accord. Vous pouvez aussi utiliser des petits tubes comme ça. Tube aspirine, pas très pratique, d'accord, mais utilisez des tubes comme ça. N'oubliez pas de mettre de la mousse au fond ou du coton bien compacté, surtout quand vous avez des pendules très pointues comme ça, parce que s'il tombe, il casse. D'accord. N'oubliez jamais de décharger votre pendule. Alors, si vous devez décharger votre pendule de façon rapide, d'accord, vous le... J'ai un petit peu du mal quand j'ai la caméra. Vous le cognez. Simplement. Ok, bon, désolé, là j'ai le petit fil. Il n'est pas censé pendouiller. Vous le déchargez comme ça. Vous chargez votre témoin parce qu'il faut toujours un témoin. D'accord. Une photo, un objet ayant appartenu à une personne. Ok. Les localisations de personnes sont extrêmement difficiles. Alors quand j'entends que des personnes disparues sont cherchées par des radiesthésistes et que certains médias, ils adorent consulter les médiums, les radiesthésistes pour retrouver quelqu'un, blablabli, blablabla. Et par contre, dès qu'ils se plantent, alors là, les radiesthésistes, les médiums, tout le monde se fait torpiller. Sachez qu'il est extrêmement difficile, surtout quand la personne est cloîtrée à un endroit et qu'elle ne bouge pas, ça va, mais quand c'est une personne en déplacement, c'est bien plus compliqué. Imaginez une personne qui est en fuite, qui prend le train, qui prend l'avion. Vous voyez la vitesse de déplacement, eh ben, je peux te dire qu'avec ton pendule, tu n'as pas fini de penduler pour le trouver sur une carte. Il faut déjà trouver la direction où il est parti. Mais en plus, quand cette personne se déplace à grande vitesse, c'est quasi impossible. Une personne décédée est extrêmement difficile à trouver parce qu'elle n'a plus d'énergie, d'accord? Elle n'émet plus rien, ok? Donc, ça, c'était les petits clins d'œil
aux écorchages à vif de médiums qui essayent de bien faire, aux radiesthésistes qui essayent avec toute leur bonne volonté de retrouver une personne disparue, ok. Le soleil est en train de tourner et on voit quasiment plus mon matériel. Donc voilà, je voulais préciser ça. Et retrouver un animal au pendule est extrêmement difficile aussi, d'accord? Parce que l'animal peut se déplacer vite, alors moins vite qu'un train, qu'un avion, c'est évident, qu'une voiture, qu'un vélo, sur longue distance, mais il peut changer souvent de direction très rapidement. Voilà. Donc, si vous vous amusez à faire des recherches de personnes où vous plantez, ne soyez pas trop critique envers vous-même. C'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment et tout le monde peut se tromper. L'erreur est humaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.